Buenas tardes a todos, autoridades, amigas y amigos, y que nuestra Asociación de Amistad Hispano-Francesa, Mujeres Avenida, ha querido organizar este acto para así mostrar nuestro compromiso con la sociedad. Al intentar dar respuesta concreta a los dos grandes desafíos a los que se enfrenta nuestra civilización. El primero es el de la satisfacción a las crecientes necesidades de los consumidores. El segundo, cumplir con esa obligación, pero sin por ello agotar los recursos naturales de los que disponemos. Es decir, se trata de atender lo mejor posible a los consumidores, pero sin provocar los daños que pudieran derivarse de ello, y en ello estamos. ¿Qué daños? Pues la contaminación, la acumulación de residuos y todo lo que vosotros ya conocéis. Ya sabéis que Mujeres Avenir, al ser una asociación de amistad hispano-francesa, comenzamos siempre nuestros actos dando la palabra a alguna de las máximas autoridades francesas en España. Hoy debería estar con nosotros aquí el Cónsul General de Francia, que siempre está, no lo voy a criticar, porque es que no falta nunca. Y puede ser que llegue un poco tarde, pero claro, no podemos esperar más. Entonces, el señor Cónsul General es el señor Cédric Prieto, es una persona de la Embajada de Francia que nos apoya siempre, que está siempre con nosotros, y si efectivamente llega tarde, lo dejaremos cerrar el acto. Como le decía antes, nuestro compromiso con la sociedad ha hecho que organicemos este acto. Hemos organizado varios actos sobre sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Y añado ahora que realmente vamos a comprometernos, porque este debate no solo nos ayudará a conocer todo lo que pueden hacer las empresas en relación a la llamada economía circular, sino que también nos permitirá reflexionar como ciudadanos, como consumidores, sobre el impacto que produce nuestro propio consumo. Yo creo que ya lo hacemos cada vez más. Sobre todo en Francia, veo que hay unos hábitos familiares en casa donde se cuestiona cada gesto que hace que puede de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicar al medio ambiente. Por tanto, será una reflexión conjunta la que hagamos aquí hoy entre nuestros ponentes y el público, por supuesto, sobre una de las cuestiones más importantes que una sociedad moderna como la nuestra se debe obligatoriamente plantear. El cómo pasar de un modelo lineal basado en extraer, en producir, en consumir, en tirar, a un modelo circular donde los residuos y productos fuera de uso puede convertirse también en recursos. Ese es el tema. Se ha dicho en numerosas ocasiones que ha sido nuestra soberbia y nuestra ambición como especie humana lo que nos ha llevado a un punto de casi sin retorno respecto al futuro de nuestro planeta. Pero yo creo, afortunadamente, soy muy optimista, que las cosas están cambiando, más lentamente. Como se suele decir, más vale tarde que nunca. Porque ya, salvo excepciones, se reconoce la necesidad de luchar contra el cambio climático, la emergencia climática, la cual difícilmente se logrará sin la colaboración de las empresas. Hoy aquí hay 3 empresas importantes. Y sin cambiar la visión que todos los ciudadanos debemos tener respecto a los recursos naturales y a la vida en general de esos recursos. Bueno, yo he dicho, más o menos planteado esquemáticamente el resumen de lo que queremos tratar en este acto, y voy a pasar la palabra a nuestra moderadora y amiga, Estefanía Narrillo, Ru. Pero antes voy a decir algunas palabras sobre Estefanía. Estefanía, antes que todo, es una amiga. Yo creo que empiezo siempre por la amistad, que es lo importante. Pero aparte de eso, es que es directora financiera Iberia y Van Greven, en Grupo PESA. No está mal tener una amiga importante, que hace un trabajo interesante, que es generosa, que es solidaria. Y ha hecho toda su carrera profesional en el Grupo PESA, donde ha ocupado numerosas posiciones en el área comercial y financiera. Es miembro del Consejo de Administración de varias empresas del Grupo PESA, españolas y portuguesas. Yo también soy consejera del Grupo Renault, que es que yo no soy tampoco... Renault, yo también soy importante. Bueno. Pero Estefanía empleó mucho, entonces ya tiene una carrera universitaria muy interesante, estudió Económica y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y también tiene varios másteres en Comunicación por la Toulouse Business School. Forma parte del Steering Committee de la Red de Mujeres del Grupo PESA y lidera el desarrollo internacional de la red. Es la líder de la Red de Mujeres de PESA, que conocemos las dos, y ella también conoce la Red de Mujeres de Renault, porque yo también tengo mi red, porque claro, somos la competencia, pero nos queremos
Bueno, para terminar con esta presentación amiga, o sea, cariñosa, quería deciros que Estefanía es también vicepresidenta de Mujeres a Venir desde, bueno, desde su fundación, sí. Y nos hemos peleado muchísimo para crearla. Estuvimos las dos muy apoyadas por el embajador de Francia en España y bueno, y al final estamos triunfando, ¿eh? Porque mira el público que tenemos, son guapos, inteligentes, en fin. Que voy a pasar la palabra a Estefanía, que es la que modera la mesa, la que va a presentar a la ponente y la que va a hacer todo el trabajo difícil. A mí me tocaba simplemente poner un poquito de ambiente para que a ti te escuchen bien como te lo mereces. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, os habréis dado cuenta que es una amiga, es una muy buena amiga y por eso habla así. ¿Tengo que hablar aquí en el micro? ¿Este? ¿Sí? ¿Aquí? Vale. Bueno, vamos a ver si nos apañamos con este chismito. Vale. Bueno, vamos a empezar con nuestra mesa. Como ha comentado María Luisa, tenemos 3 empresas que son punteras en la economía circular, en la responsabilidad social, y cada una de ellas nos va a dar una visión muy diferente, pero a la vez muy complementaria. Va a empezar la intervención Anne Viard. Anne Viard viene de Mazars, es socia de Mazars desde el año 2005. Ana ha hecho toda su carrera profesional en Mazars y ha liderado numerosos proyectos de auditoría. Ha sido auditora mía durante mucho tiempo y ha liderado, como digo, numerosos proyectos en el ámbito de la industria, de los servicios y en particular en la automoción, industrial, transportes y logística, distribución y alimentación. Anne, de formación, es licenciada en Ciencias Económicas y máster en Finanzas por la Universidad de la Sorbonne. Tiene numerosos másters por la Universidad de la Sorbonne, por la Universidad Autónoma de Madrid. Es auditor, censor, jurado de cuentas. Es experta contable y además, y lo más importante, es que es miembro de la Junta Directiva de Mujeres a Venir y miembro de French Founders. Anne, c'est à vous. Muchas gracias. Espera que te doy esto, que te lo tienes que poner. Eso. Es una pena que no esté el cónsul, porque las 3 empresas que están hoy en la mesa son francesas. Que no nos digan que siempre son españolas, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Gracias, Estefanía, por la idea de hacer un evento de Mujeres a Venir sobre economía circular, porque la verdad es que es un mundo apasionante y siento por Julia, que tenía que estar con nosotros, se ha caído y al final no puede venir a hacer su presentación. Por eso la haré yo y por eso también modera al final Estefanía. Intentaré hacerlo lo mejor posible e intentar transmitiros por qué pienso ahora que la economía circular realmente es una cosa de todos, ¿no? Voy a empezar con una obviedad, pero de vez en cuando viene bien. Los seres humanos realmente somos el único elemento de la naturaleza que genera basura. Y, por ejemplo, en la naturaleza no hay ningún desperdicio. Por ejemplo, en un bosque... ¿Qué os estaba contando? Sí, por ejemplo, en un bosque, si cae una hoja de un árbol, enseguida se transforma en abono. Si se muere un animal, enseguida vienen otros y se lo comen. Por lo tanto, podemos decir que la naturaleza es circular y esto será por algo. Luego os voy a dar unos datos que dan un poco de miedo sobre el estado de nuestra Tierra. Hoy en día la población mundial es de 7.700 personas. Naciones Unidas considera que en 2050 seremos 9.700 millones de personas. Y cuando ponéis esto en perspectiva de después de la Segunda Guerra Mundial, donde estamos, según cómo se mire, ya o solo 2.500 millones de personas. Es decir, que esto va deprisa. Además, 2/3 de los seres humanos vivimos en la ciudad. Y entonces necesitamos materiales para crear infraestructuras, para producir los bienes de consumo, etc. Por lo tanto, si crece la población mundial, crece también los recursos que extraemos de la tierra. Además, muchas veces vivimos en un sistema capitalista y como sabéis, el sistema capitalista es un poco consumidor, ¿no? Incita al consumo para seguir creciendo. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Pues que en el 2017, por primera vez, hemos extraído 100.000 millones de toneladas de materiales de nuestro planeta. Con materiales, pues, hay arena, minerales, metales, petróleo, madera, etc.
es 4 veces más que hace 50 años. Y en 2050, en un escenario de business as usual, 184.000 millones de toneladas. Ya os digo que no hay tanto en la Tierra, o sea que es directamente no posible. Ahí tenéis un poco en el cada grandes economías para llegar a los niveles de... Esto se agrava. El 90% de lo que extraímos de nuestra tierra no se reutiliza, es de un solo uso. A esto lo añadís que las industriales mineras que extraen estos recursos naturales de la tierra son responsables del 50% de las emisiones de gases invernadero. Y para terminar el panorama ya bonito, pues que en Europa, por ejemplo, generamos más de 2,5 millones de toneladas de residuos al año. Esto es una media de 460 kilos de residuos urbanos, es decir, 6 veces más que nuestro peso medio. Pues tenemos que adoptar el mantra que dice hacer más con menos, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, en el momento económico y social en el que nos encontramos, sumidos en una emergencia climática y con la concienciación de que tienen que cambiar las cosas para poder seguir habitando nuestro planeta, surgen nuevos modelos productivos. Uno de ellos es la economía circular. ¿Lo habéis entendido? De los motivos para avanzar hacia una economía circular es el aumento de la demanda de recursos naturales y el agotamiento de las mismas. Entonces, la economía circular es un concepto que ha venido ya desde hace varias décadas, pero ha sido otra vez impulsado por Ellen MacArthur. ¿Quién es Ellen MacArthur? Es una navegante en solitario británica multimillonaria, ¿no? Entonces, en una de sus travesías se ha hecho la reflexión de cómo hago en el barco para poder sobrevivir tanto tiempo. No podéis cargar un barco de mucha agua, de mucho petróleo, de mucha comida, porque el barco se hunde o directamente ya no navega, ¿no? Y entonces al llegar a tierra ha empezado a reflexionar y a interesarse por la economía circular. Ha creado su fundación, la Fundación Ellen MacArthur, en el 2010 y ha hecho un gran lobbying en Bruselas para convencer a los eurodiputados de adherir a sus reflexiones. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. A ver, se ha olvidado el barquito, importante. Ahí tenéis a Ellen MacArthur. Ahora, si me permitís, os voy a hacer 3 preguntas. ¿Quién ha comprado alguna vez un producto completamente nuevo para sustituir al viejo que únicamente le fallaba algún componente concreto? ¿Quién no ha preferido alguna vez comprar un producto enteramente nuevo a uno reacondicionado, pese a disponer de las mismas garantías, aspecto, contenido y mejor precio? Todos. ¿Quién ha comprado un producto que finalmente solo ha tenido un uso? Pues todos suspendidos. Entonces, la economía circular suele definirse como un nuevo sistema económico y social que tiene como objetivo la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía. Es un sistema que realmente afecta a todos los actores públicos, porque tienen que ocuparse del desarrollo del territorio, del desarrollo sostenible, las empresas, que tienen que buscar beneficios económicos, pero también sociales y medioambientales, y los ciudadanos, porque tenemos que empezar a repensar nuestros modelos de consumo. Todo esto para, como lo ha dicho María Luisa en la introducción, pasar de un sistema lineal de nuestra economía, extracción, fabricación, utilización y eliminación, a una economía circular donde los residuos se convierten en recursos. Finalmente, os diría que a título individual, pues tenemos que empezar a pensar un poco más nuestros comportamientos de consumo y empezar a comportarnos más como ciudadanos y menos como consumidores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchísimas gracias, Ann. La verdad es que las cifras que has dado son escalofriantes respecto de los residuos que generamos y el daño que estamos haciendo a nuestro planeta y la calidad de planeta que vamos a dejar las generaciones futuras.
voilà, pour pallier ce problème, nous avons des entreprises qui vont expliquer qu'est-ce qu'elles font pour garder notre planète pour les futures générations. Et nous allons donc commencer par Véronique Morel, qui vient de PSA. Donc Véronique est la directrice de la Business Unit Économie circulaire pour le monde pour PSA. Véronique a commencé sa carrière professionnelle chez PSA, il a fait toute sa carrière. Elle a traversé plusieurs directions, elle a passé 12 ans aux achats, 8 ans direction de projet, 4 ans dans la supply chain, et puis 4 ans dans la direction de programme de véhicules électriques et utilitaires pour le groupe. Donc un très très vaste curriculum dans l'industrie automobile. Véronique est diplômée de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées et titulaire d'un master HEC. Donc vous avez un peu quelles sont les ressources que PSA dédie à l'économie circulaire. Voilà. Véronique, et surtout le plus important, c'est qu'elle a co-créé le réseau de femmes web en 2009, ainsi que le réseau multi-entreprise de femmes ingénieurs WIE en 2013. Elle est membre du conseil stratégique du PME et elle est mère de 2 filles, ce qui est probablement plus difficile de sa vie. Voilà, je te laisse parler Véronique, je vais te donner. Alors en effet, merci de m'accueillir, Maria-Luisa et Stéphania, de m'accueillir pour vous présenter à vous tous l'économie circulaire en aftermarket chez PSA, parce que oui, nous avons pris les devants et nous voulons montrer que l'économie circulaire, c'est aussi vrai pour un constructeur automobile. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'économie circulaire dans le monde de la pièce de rechange en aftermarket? Ici, vous voyez précisément l'ancienne chaîne de valeur en bas, qu'évoquait Maria-Luisa tout à l'heure. Une extraction de matière, la matière passe dans des usines pour fabriquer des pièces, puis ensuite des voitures. Ces pièces sont distribuées puis ensuite vendu au réparateur ou au garagiste qui lui-même les pose sur les voitures des clients et les jette ensuite. On était bien dans une économie linéaire qui jetait. Et bien aujourd'hui, nous avons réutilisé sur 4 stades finalement ces pièces qui sont sur vos voitures. Si vous avez des voitures et qu'elles ont une pièce qui est défaillante, eh bien nous récupérons ces pièces et nous en faisons 4 choses. D'une part, du recyclage, et c'est le stade ultime. Nous faisons ce qu'on appelle de l'échange standard, ou encore du remanufacturing. Le mot anglais est plus adapté pour montrer que nous remettons finalement la pièce en usine, comme vous le voyez sur le schéma, et que nous la remettons au cahier des charges initial pour la revendre ensuite. Nous utilisons également de la réparation qui passe également par des ateliers un peu plus petits. La différence, c'est que la pièce qui est prélevée sur votre voiture défaillante, eh bien, c'est la même pièce qui, une fois réparée, remise au cahier des charges initial, revient sur votre voiture. Et enfin, au lieu de recycler en ultime ressort, c'est-à-dire de retransformer l'ensemble des pièces en matière, eh bien, nous faisons ce qu'on appelle du réemploi. C'est de la pièce d'occasion également. Je peux vous dire que c'est révolutionnaire pour un constructeur automobile que de proposer des pièces d'occasion. Eh bien oui, nous le faisons pour le bien justement de l'économie circulaire. Alors, si on parle de la partie recyclage, il y a quelques contraintes légales, mais il faut savoir que les contraintes légales sont surtout en Europe. C'est une directive européenne qui impose aux constructeurs automobiles de mettre sur le marché d'une part des voitures qui sont à 95% recyclables, et d'autre part pour les voitures très anciennes, donc à l'autre bout de la chaîne, celles que si vous avez une voiture qui ne roule plus, eh bien, que vous ayez la possibilité, dans un rayon de moins de 50 km autour de votre domicile, de pouvoir déposer cette voiture dans un centre agréé qui lui-même va la démonter et transformer l'ensemble des pièces, les broyer pour
pour de nouveau rétablir un tas d'acier, un tas d'aluminium, un tas de plastique, etc. Dans cette économie-là, nous récupérons d'ores et déjà 28% d'acier et 2% de plastique sont finalement recyclés dans nos voitures aujourd'hui. Et puis pour le reste, je voulais expliquer, donc c'est l'ensemble de la pièce de rechange, essentiellement des pièces qui sont remises au cahier des charges initial, donc assurer de la qualité initiale des pièces que vous avez sur votre voiture neuve, ou dans le cas du réemploi, la pièce d'occasion qui elle-même est sélectionnée avec des partenaires qui sélectionnent les pièces et qui les démontent bien, mais c'est plutôt des pièces dites de carrosserie, puisque là, on voit très bien si la pièce est encore bonne ou si la pièce a subi un endommagement que nous ne nous permettrions pas de proposer à nos clients. Alors vous avez compris que notre carburant puisque nous avons aussi du carburant dans cette économie, et bien notre carburant c'est la pièce usagée. Alors comme le disait tout à l'heure Anne, en effet, on a tous levé la main en disant on préfère acheter un objet neuf plutôt qu'un objet usagé. On a tous levé la main en disant qu'on a utilisé qu'une seule fois une pièce. Là, l'objectif, c'est de réutiliser les pièces et de leur donner une deuxième vie, voire même une troisième, avant de passer au stade de recyclage, c'est-à-dire de réutilisation de la matière. La matière étant elle-même réinsérée dans le circuit de fabrication des pièces neuves en général ou des voitures neuves. Donc c'est exactement l'opposé de 90% de matière non réutilisée, hein, comme Anne le disait au début de son exposé. Nous voulons repousser le plus tard possible la réextraction de ressources rares sur notre planète. Alors, c'est bien beau de dire on veut retarder l'extraction de la ressource rare. Nous sommes des entreprises, PSA est une entreprise, nous avons une démarche écolo-nomique. Il n'est pas envisageable de présenter, de proposer quelque chose qui ne soit pas rentable. Et c'est là tout mon job. Premièrement, et ça c'est important, on sauve grâce au mécanisme que je vous ai montré jusqu'à 80% de matière et 50% d'énergie. On va même un peu plus loin en matière, on va jusqu'à 98%. Alors je peux vous dire que sur un moteur ça compte, hein. Sur un moteur c'est 89%. Donc 89% de 130 kg, ça compte pour l'extraction de la matière. Et puis donc on va jusqu'à des pièces qui vont jusqu'à 98%, qui frôlent les 100%, parce qu'on prend la peine de les réparer et de les repasser dans nos usines pour qu'elles soient de nouveau proposées à nos clients en toute quiétude de qualité. Mais le deuxième point, c'est de faire un business à la fois mondial et rentable. Mondial parce que ça concerne tout le monde et que ça ne concerne pas que l'Europe ou l'Espagne ou la France. Et puis rentable parce que nous sommes une entreprise et que sans rentabilité, l'économie circulaire ne pourra pas durer. Et moi je suis convaincue qu'on fait exactement l'inverse de l'obsolescence programmée et que c'est rentable. Donc il ne s'agit pas de faire de l'obsolescence programmée pour apporter de la rentabilité aux entreprises, c'est précisément l'inverse. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, je vous propose de vous montrer nos clients. Tout ça, ça vient d'une évolution sociétale finalement qui, bien sûr, nous entoure. Nous avons nos clients qui aujourd'hui achètent des pièces, enfin vont chez le garagiste pour réparer leur voiture et qui sont plutôt intéressés par le prix, un petit peu par le côté écologique, et qui sont assez influençables. Par qui? Par les garagistes, et puis en amont par ce qu'on appelle dans notre jargon la distribution des pièces. Ce sont des gros magasins de pièces qui vendent aux garagistes. Alors, les professions en amont, là, garagistes et distributeurs, sont intéressés exclusivement par le prix. Il faut être clair.
Mais heureusement, finalement, le client est en train de changer et s'intéresse quand même à l'écologie et à l'économie circulaire. Vous savez bien que tout le monde en prend conscience, tout en achetant toujours des objets neufs, mais en tous les cas, c'est une vraie prise de conscience depuis quelques années. Moi qui suis française, je vois comment la France a changé en 5 ans. C'est totalement différent. Il y a 5 ans, on ne parlait pas du tout de ça, et aujourd'hui, on a des lois de plus en plus sévères qui finalement obligent l'ensemble de l'écosystème à travailler pour l'économie circulaire et encore une fois pour préserver les ressources de la planète. Et puis, pardon pour les autres types d'industries ou d'entreprises, le client est également influencé et influençable par les compagnies d'assurance. La compagnie d'assurance qui accepte de réparer votre voiture, elle va chercher finalement un prix plus bas pour réparer votre voiture. Eh bien pour moi c'est une aubaine, puisque justement je peux proposer des pièces de très bonne qualité, de qualité identique à la pièce d'origine, tout en réparant la voiture à meilleur prix et en assurant la qualité des voitures, de la réparation. Et puis, nous avons, vous le savez bien, l'ensemble du monde politique qui est très influent dans le monde de l'économie circulaire, qui lui ne s'intéresse pas du tout à l'argent et qui ne veut que pousser un certain nombre de contraintes. Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Pour moi, la démarche doit être écolonomique. Si elle n'est qu'écologique, elle ne durera pas. Alors l'économie circulaire dans le monde des pièces de rechange, eh bien, c'est de plus en plus présent dans ce monde. Ça représente environ 8% en Europe et c'est en grande croissance. C'est débutant en Amérique du Sud avec 4%, c'est de l'ordre de 8% également en Afrique et en Moyen-Orient, c'est de l'ordre de 3-4% en Chine. Pourquoi c'est si peu développé? Parce que finalement le parc voiture est relativement jeune en Chine. Donc jusqu'à maintenant, les clients ne se sont pas intéressés à des pièces, enfin ne se sont pas imaginés de réparer leur voiture avec une pièce qui aurait déjà eu une première vie. Voilà. Mais le gouvernement chinois s'y intéresse fortement et comme vous le savez, quand le gouvernement chinois pousse quelque chose, ça arrive. Voilà. Et puis, je commente le dernier continent qui est l'Amérique du Nord, qui est un marché, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec ce qu'on entend des divers politiques et notamment leur président, eh bien, qui est déjà très orienté dans l'économie circulaire en aftermarket parce que ça représente près de 15% du marché total. Voilà. Alors après vous avoir dressé ce panorama, mais comment on fait, comment je fais pour développer cet ensemble d'économie circulaire, parce que c'est bien beau, mais il faut quand même les remettre au cahier des charges initial, ces pièces. Et puis il faut convaincre les clients, comme vous, mais comme moi aussi, quand je veux réparer ma propre voiture. Pour être honnête, au début, j'étais un peu sceptique, sans avoir vu moi-même comment on réparait les pièces. Voilà. Alors, le premier message, eh bien, c'est d'avoir une offensive produit et une communication vers les clients, qu'ils soient distributeurs, garagistes et puis les clients finaux, pour montrer que ces pièces eh bien, sont de bonne facture. L'offre produit, si vous n'avez pas une offre produit qui est en ligne avec l'évolution technologique automobile, en gros vous êtes mort. Alors avant que PSA ne s'intéresse, ne fasse ce focus sur l'économie circulaire, puisque j'ai pris cette responsabilité mi-2018, nous avions moins de 30% de couverture de pièces sur nos voitures. Autrement dit, on réparait 3 fois rien. Et on était sur du bon vieux diesel. Pour ceux qui connaissent un peu les normes en vigueur, on était en dessous de Euro 5. Aujourd'hui, on a passé Euro 6.1, Euro 6.2, on est presque à Euro 6.3. Et puis, dans à peine 3 ans, nous passerons à Euro 7. Donc, on était à des années-lumière de la pièce qui est dans l'air du temps. Depuis que j'y ai un tout petit peu travaillé, on va dire,
nous avons étendu notre gamme à 55% de couverture sur nos modèles et fait évoluer notre offre sur de l'essence, sur des moteurs globalement jusqu'à l'Euro 6.2 et puis sur l'ensemble des pièces électroniques. Je vous citerai une anecdote tout à l'heure à propos des pièces électroniques, vous me le rappellerez. Et puis ce que je vise, c'est d'être au moins capable de couvrir 80% d'une voiture. Pourquoi ? Parce que Antonio, mon collègue, est avec moi. Si vous ne pouvez pas offrir une offre suffisamment large à vos garagistes, ça n'intéresse pas. On est dans le business. Donc sinon, ça ne marche pas. Alors, faire une gamme, c'est une chose. Il faut aussi en parler. Alors pour ça, nous avons travaillé ensemble avec mon équipe des fondamentaux. Alors tout simplement d'abord un logo, Renew, redonner une vie aux pièces. Et puis 3 fondamentaux, 3 valeurs, une qualité durable, une accessibilité des pièces et puis un zeste d'éco-responsabilité pour la conscience que ces pièces peuvent apporter. Et puis nous y allons progressivement en termes de communication. Nous avons commencé par nos distributeurs, que nous appelons Distrigo. Nous avons travaillé avec nos marques pour proposer un certain nombre de documents simples pour comprendre ce que sont ces pièces et qu'elles sont rassurantes parce que de bonne qualité. Et nous allons très prochainement parler directement à tous les clients, puisque là jusqu'alors en fait nous laissions la main aux garagistes et aux distributeurs pour en parler d'eux-mêmes à tous leurs clients. Mais là désormais nous allons parler directement sur les réseaux sociaux de notre gamme. Alors pour avoir fait une gamme et pour pouvoir en parler, il faut quand même être capable de les remettre au cahier des charges initial, ces pièces. Et c'est toute l'organisation industrielle que vous ne voyez pas. Je peux vous assurer que c'est d'abord important, et puis que c'est un site que vous voyez là où on collecte la pièce, il faut aller la chercher chez tous les réparateurs. Ensuite, il faut la démonter, la laver, puisque ce n'est pas une pièce unique. Vous voyez, un moteur, c'est un ensemble de composants. Une boîte de vitesse également, des composants électroniques, une boîte électronique, c'est un ensemble de composants. Donc on démonte tout ça, on lave tout. Alors évidemment, pas les composants électroniques, c'est pas avec de l'eau. Hein. Voilà. Ensuite, on teste l'ensemble des composants pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On remplace des composants qui ne sont vraiment pas du tout rénovables et le reste on le rénove. On reteste avec nos méthodes de test, c'est-à-dire les méthodes de test d'une C4 d'hier ou d'une 508 d'aujourd'hui ou d'une Corsa de demain. Et nous la remettons sur étagère pour vendre. Alors ce que ça a provoqué, ce sont beaucoup de bouleversements, des raisonnements traditionnels. Anne l'a évoqué tout à l'heure, donc concrètement, la conception produit. Quand je suis arrivée dans le business et en particulier dans l'électronique, mes collègues de conception de voitures neuves me disaient non, c'est pas possible, l'électronique ça se répare pas. C'est pas possible. Alors j'ai dit, bah écoutez, on va voir ça. Et puis on va y travailler ensemble. Voilà. Alors non, mais ça n'existe pas, c'est pas possible, on ne peut pas revenir au cahier des charges initial. Très bien. Donc j'ai repéré des fournisseurs aussi, enfin des gens qui travaillaient déjà dans le domaine. Je vous ai dit tout à l'heure que rien qu'en Europe, il y avait environ 8% de ce marché qui existait. Avec des réparateurs, des gens qui travaillent pas avec le cahier des charges du constructeur. Le cahier des charges du constructeur, c'est la propriété du constructeur, donc, et on le garde jalousement. Bon. Donc, mais en tout cas, ils avaient développé un certain nombre de compétences. Et puis, ben là, j'ai emmené mon collègue responsable de l'électronique en voir 2. Et en revenant, il m'a dit, bon, d'accord, je crois qu'on peut les réparer, on va essayer de trouver des solutions. Voilà. Donc, c'est la recherche de partenaires fournisseurs qui ne sont pas comme d'habitude. Dans le monde de l'automobile,
vrai qu'on cherche le meilleur prix pour pouvoir offrir des voitures les moins chères possibles, malgré les réglementations qui viennent chaque jour finalement sur les voitures. Et puis on a 3 fois la logistique par rapport à une pièce qu'on approvisionne traditionnellement, puisqu'on va chercher la pièce chez le garagiste, on la trie, ensuite on peut la renvoyer dans une usine, qu'elle soit un partenaire extérieur, fournisseur qui a plus de compétences que nous, ou dans notre propre usine, puis ensuite la pièce qui est rénovée revient dans notre magasin. Donc il y a 3 logistiques et pas une. Les partenaires fournisseurs, eh bien, ou nous-mêmes, il faut qu'on raisonne local. On ne raisonne pas avec les mêmes ratios entre la part de la matière, la part de la logistique et la part de la valeur ajoutée. Ça donne davantage de place à la valeur ajoutée sur le prix total de la pièce. La matière, je vous ai dit, on en gagne 80-90%, forcément le ratio baisse par rapport au prix de la pièce. Et puis, on travaille beaucoup de reverse engineering. On a des fournisseurs qui ne sont pas dans le panel traditionnel, donc les partenaires traditionnels de la construction automobile. Et puis on pense que finalement, est-ce que ça va vraiment être faisable? Eh bien oui, il faut un peu d'innovation et il faut un petit peu d'audace pour réussir tout cela. Et puis je vous ai dit tout à l'heure qu'un business ne pouvait être que rentable et mondial. Et donc là, je vous ai dit aussi que tout à l'heure que le business l'approvisionnement est forcément local. Ça n'a pas de sens de livrer des pièces au Brésil depuis notre magasin mondial de pièces de rechange qui se situe dans l'est de la France. Ça n'a aucun sens, ni écologique, ni économique d'ailleurs. Donc, nous travaillons à avoir des zones de chalandise et des zones de travail, de logistique et de re-engineering et de remise en production sur 31 pays qui sont couverts aujourd'hui en 2019 avec des organisations locales plutôt par continent. Alors, avant de vous remercier de m'avoir écouté, je voulais vous montrer un petit film qui va, j'espère, vous convaincre que vous serez peut-être demain mes vendeurs de pièces d'économie circulaire, puisque c'est un e-learning qui est proposé à tous les vendeurs. Vous verrez, c'est très court, parce que le plus court est toujours le plus simple à retenir. Bienvenue dans votre e-learning sur le business de l'économie circulaire. Quel que soit l'atelier dans le monde, nos clients peuvent bénéficier de pièces provenant de l'économie circulaire. On parle là de pièces rénovées et de pièces de réemploi. Voyons dans un premier temps le circuit suivi par une pièce remise à neuf. Prenons l'exemple d'un moteur, récupéré sur la voiture d'un client par le réparateur. On l'appelle alors une carcasse. Elle est mise dans une boîte collectée par la plaque Distrigo. La carcasse est ensuite envoyée dans le site de tri de PSA Group pour rénovation. Dans le centre de tri, le moteur est nettoyé et démonté. Les composants destinés à la rénovation partent alors vers l'usine de remise à neuf. Rien n'est jeté. Les composants hors d'usage partent au recyclage de la matière. Continuons de suivre notre moteur à rénover. Récupéré par le constructeur, il est remis en état selon le cahier des charges de la pièce neuve équivalente. Les composants usagés du moteur sont remplacés par des composants neufs. Une fois remis à neuf, le moteur est testé par le constructeur. Il doit absolument avoir les mêmes qualités que la pièce d'origine. Une pièce remise à neuf contribue à préserver l'environnement. Notre moteur a permis d'économiser 80% de matière et de consommer jusqu'à 50% d'énergie en moins par rapport au même moteur neuf. La pièce rénovée peut enfin être remise dans le circuit de distribution et proposée à un client. Ce cercle vertueux existe seulement si la carcasse suit bien le circuit du réparateur vers la plaque Distrigo, puis vers le constructeur. Il existe une autre source d'économie circulaire, la pièce dite de réemploi.
Si une pièce est récupérée sur un véhicule hors d'usage et qu'elle est encore en bon état, c'est alors une pièce de réemploi. La pièce de réemploi est stockée chez un professionnel qui gère la fin de vie du véhicule dont elle est issue. La pièce est alors tracée, déposée sur une étagère, référencée et publiée dans un catalogue accessible aux réparateurs via Service Box. Ce sont des pièces peu coûteuses, destinées à dépanner des clients dont la voiture est ancienne. L'économie circulaire offre donc aux clients des solutions astucieuses. Elle leur permet de faire des économies, jusqu'à 50% du prix du neuf, avec la possibilité d'utiliser une pièce remise à neuf de même qualité qu'une pièce neuve, ce qui maintient la valeur de revente de leur véhicule. Le tout en préservant l'environnement. Voilà, donc pour terminer, voilà, ça c'est notre logo avec notre slogan, que vous reteniez, que l'économie circulaire, c'est en anglais « The astute choice for the planet and your wallet ». Merci beaucoup. Muchas gracias. C'est tendance, la pièce de rechange. Tendencia total. Las mujeres de venir, las expertas, esto es muy glamuroso, ¿no? La pièce, no sé qué, nada de hablar de libertad sexual ni nada. La pieza de recambio es importante. En tout cas, c'est très concret. En tout cas, c'est très concret, voilà. Tout à fait, très glamour. En fait, merci Véronique, tu nous as décrit un business qui est alternatif par rapport au business habituel de nos compagnies très cadrées, très structurées, qui cherchent des partenaires alternatifs et qui cherchent des voies de croissance alternatives. Donc, très alternatif, très femme à venir. Nous sommes très alternatifs. Ouais. La garantía de la pieza también. Oui, tout à fait. Ok, vamos a cambiar de sector y vamos a cambiar de modelo. Vamos a pasar a la gestión del despilfarro y a evitar el despilfarro. Tenemos con nosotros a María Jesús Pérez Vázquez de Sodexo. María Jesús ha hecho gran parte de su carrera profesional en Sodexo, fue directora de Recursos Humanos entre el año 2009 y 2012 y ahora es directora de Responsabilidad Social Corporativa para Iberia. Dirige el área de sostenibilidad que incluye control, prevención y valor del desperdicio. María Jesús es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, tiene un posgrado en Gestión de Personal por EADA y un máster en Sostenibilidad y RSC por la Universidad Jaume I. También es experta en coaching organizacional por la Universidad Jaume I. Muy bien, pues te voy a pasar. Esto es la obligación. Y así ya puedes hablar. Primero de todo, gracias a Mujeres a Venir por invitarnos, ¿vale? Y poder presentar nuestro proyecto de reducción del desperdicio alimentario. Bueno, no sé si conocéis Sodexo. Sodexo a veces es la gran desconocida, todo y que somos bastante grandes, pero como siempre estamos escondidos en casa de nuestros clientes, la verdad es que nos conocen aquellos a los que prestamos servicios, ¿vale? Sodexo es una multinacional que nació hace más de 50 años en Marsella. La principal línea de negocio a partir de la cual nació es la restauración colectiva, pero bueno, actualmente hemos crecido y nos hemos desarrollado, hacemos servicios globales en casa del cliente. Aunque el principal negocio que tenemos es la restauración colectiva, que todavía representa un 60% del negocio. De ahí que nuestro proyecto de impacto con el medio ambiente esté focalizado a reducir el desperdicio alimentario. Os voy a dar unos datos para que entendáis por qué nos hemos focalizado y hemos implementado una herramienta tecnológica para poder hacer un control y una reducción del desperdicio. Según la ONU, un tercio de lo que se produce, ¿vale? Se convierte en desperdicio alimentario. Ahí tenéis los datos del porcentaje de este tercio que equivale al hogar, a la distribución, a la restauración y a la fase de fabricación.
Teniendo en cuenta también, según datos de la ONU, que 840 millones de personas pasan hambre, ¿vale? Hay una razón social por la cual reducir el desperdicio alimentario, y aparte, este tercio representaría, a nivel de CO2, sería el tercer país, ¿vale?, que en extensión que implicaría, que produciría CO2 detrás de China y Estados Unidos, que son los grandes productores de CO2 y más contaminantes de este mundo. Centrándonos en el sector de colectividades, en España se sirven 1.000 millones de comidas diarias, de las cuales el 20%, ¿vale?, se convierte en desperdicio alimentario. Curioso, ¿no? De ese 20%, el 25% es de la producción y el 75% es desperdicio en servicio. Teniendo en cuenta que Sodexo está presente en 72 países, prestamos servicio en 33.900 centros y tenemos 75 millones de consumidores diarios, las cifras de desperdicio de Sodexo pueden ser bastante elevadas, por tanto el impacto es grande. Algo teníamos que hacer, ¿no? De ahí que a nivel global Sodexo, dentro de su hoja de ruta de responsabilidad social corporativa, se plantee el reducir el 35% del desperdicio alimentario en los servicios, ¿vale? Como no podía ser de otra manera, al final en este mundo avanzamos a través de la tecnología. Lo que hemos hecho es implementar un sistema que se llama WitchWatch by Impact, que es una plataforma y un programa que nos ayuda a reducir este desperdicio. ¿Cómo? A través de, evidentemente, una medición, ¿vale? Hay un proceso en el cual mides y se hace un análisis de toda la producción que se realiza en el centro, ¿vale? Esos datos te permiten ver por dónde tienes que marcar tus objetivos y cómo tienes que optimizar esa producción para reducir el desperdicio. Y por último, hay una parte de empoderamiento, porque las máquinas están muy bien, pero el 90% en Sodexo son las personas. Además, somos una empresa compuesta de personas, más que de maquinaria, que tenemos maquinaria, pero no es lo que nos permite desarrollar nuestros servicios. Entonces, hay una parte muy importante de concienciación y de empoderamiento del equipo, ¿vale?, para que entiendan cuál es el proyecto y lo apliquen, ¿vale?, y sean persistentes en el seguimiento del proceso, ¿vale? El objetivo de Sodexo a nivel mundial es, de aquí al 2025, implementar este proyecto en 3.000 centros, y en España actualmente tenemos un piloto de 3 hospitales. El motivo por el que hemos implementado y hemos empezado por hospitales es porque bueno, estos datos son también bastante sorprendentes. En el sector alimentario, en España, estos son datos de una consultora de restauración que se llama Te lo sirvo el verde. Como veis, 800 gramos de cada una de las personas que están ingresadas en un hospital se convierte en desperdicio alimentario. Eso representa 45 millones de toneladas, 86.000 toneladas de CO2 y unos costes de 91,6 millones de euros, que se dice también rápido, ¿vale? Nosotros lo hemos implementado en España, como he comentado, en estos 3 hospitales, el CSI Moisés Broggi, el Hospital del Mar y en el 12 de octubre aquí en Madrid. Estos 3 hospitales son 3 grandes hospitales, los cuales tienen una media de pacientes comensales para Sodexo de 450 camas aproximadamente diarias, que implica desayuno, comida y cena. Y hasta ahora los datos lo que nos han manifestado es que la reducción media es de un 45%, que está muy bien. Como veréis en los siguientes gráficos, que yo creo que también son datos sacados absolutamente del programa, que también son muy interesantes. El proyecto requiere una inversión, evidentemente, pero también nos aporta unos ahorros. Hay una reducción, evidentemente, en
las emisiones de CO2 y una reducción importante en el desperdicio alimentario. ¿Vale? Las siguientes fases en las que estamos trabajando, seguir implementándolo en España, entre el 2020 y 2021 se van a implementar en 40 centros más. No solamente van a ser hospitales, se van a ampliar a otros sectores también. Y además, a nivel mundial, Sodexo está trabajando para acabar de cerrar el círculo y que realmente sea una economía circular totalmente, no solamente reducir, sino también reutilizar por la otra parte del desperdicio que no se ha podido reducir, porque sigue habiendo una parte de desperdicio, sobre todo también en la parte no solo de producción, sino en la parte de los comensales, que también los datos son bastante interesantes. O sea, yo que he estado muy inmiscuida en el proyecto, cuando te los dices, te planteas muy mucho que ponerte en el plato todos los días, cuando, bueno, yo que como en Sodexo, ¿no? Y tenemos la posibilidad de coger, por ejemplo, buffets libres y tal, pues te planteas el qué coges y qué no coges para luego no dejarlo, porque eso es un desperdicio alimentario. La siguiente parte, como estaba diciendo, es la parte que todavía no hemos sido capaces de reducir, convertirla o en compost o en biodiesel para que se generen nuevas energías. ¿Vale? Y esto es todo. Muchísimas gracias. Gracias, María Jesús. Realmente es impresionante. O sea, si no he entendido mal, vuestro objetivo era reducir un 35% y estáis obteniendo una reducción del 45%. Es una media aquí en España. No todos los centros están en el 45%. No todos los centros están en el 45%, pero sí. Ese es el objetivo mundial que se ha marcado Sodexo en todos los centros. Habrá centros que serán más fáciles, que será posible reducir más, y otros que no. Muy bien, bueno, pues abrimos después de estas magníficas exposiciones donde hemos visto la economía circular, la gestión del desperdicio, el cuidado del planeta desde tres ópticas muy diferentes. Abrimos el turno de preguntas, entonces si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer, este es el momento. ¿Hay una pregunta por aquí? Sí, por favor, para la compañera de Sodexo, ¿se analiza por qué se produce ese desperdicio? ¿Qué conclusiones tenemos? No te entiendo, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. El análisis lo hace el programa y sí, evidentemente se analiza por qué se está produciendo este desperdicio, por sobreproducción, por hacer más comida por si acaso, ¿vale? Esto se analiza y de hecho son las conclusiones que se sacan para intentar reducir, evidentemente, porque esto es en la fase de producción. Sí. Sí, no preguntaba por de las hecho, conclusiones. la mayoría, muchas veces la sobreproducción viene por si acaso hay más comensales, por si acaso tengo una emergencia de última hora, no vayamos a hacer cortos. Esto es que muy de todos en general, en nuestra casa también a veces lo hacemos, ¿no? O sea, sobre todo cuando tienes invitados, ¿no? Es algo muy... Bueno, pues esto pero aquí hoy no es el caso, hoy tendremos un poquito menos. Era el día de la economía circular, entonces despilfarro aquí nada, Vamos a tomar un poquito más de vino y eso, pero el catering va a ser por debajo de lo que... Sí, porque claro, hay que salir de aquí haciendo efectivas las reglas. Que lo siento, pero si no habéis merendado, vais a irnos con hambre, vamos. Gracias. De nada. Una pregunta para Pilar. La ley de obsolescencia programada de los centros programés, ¿no? ¿Qué resultados está teniendo? ¿O cómo se puede legislar a nivel nacional para un problema tan global? Yo no soy experta en el tema.
No lo sé, pero supongo que es desde el principio cuando se ve que hay unas estadísticas que un modelo empieza a fallar en una temporada, pues se decía al fabricante que esto ya no puede ser, ¿no? Y supongo que detrás hay un sistema de multa, etcétera, y de seguimiento. Ya, pero el fabricante no siempre es francés. Este es el problema, por eso es más a nivel europeo, incluso a nivel mundial. Por eso el Parlamento Europeo lo intenta, pero efectivamente es muy difícil de controlar porque viene de todo el mundo. Otra pregunta por aquí. Oui, je ne l'ai pas commenté tout à l'heure, mais effectivement, ma stratégie, c'est de s'adapter à l'évolution de l'automobile. Et donc, nous avons aujourd'hui, ça a été lancé en janvier, nous avons un atelier de rénovation des batteries électriques pour les voitures électriques, avant même d'avoir presque vendu les nouvelles générations de Corsa, de 208, 2008 et DS3. Vous avez les 4 modèles en tête là, qui sortent en ce moment. Pourquoi? C'est d'autant plus important que la matière qui constitue les cellules de batterie, c'est du lithium, du cobalt, un tas de métaux et de matières rares. Et le principe, c'est vraiment de réutiliser la pièce d'abord, dans une deuxième vie, d'abord automobile, puis peut-être une troisième vie en dehors de l'automobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des batteries pour chauffer les bâtiments, par exemple. Voilà, on y travaille. Avant même de penser au recyclage de la matière qui elle-même reviendra dans la refabrication de nouvelles cellules de batterie. Et ce projet, nous l'avons mené, moi j'étais avant responsable de la programmation des voitures électriques, et je peux vous dire qu'avant de dire en même temps qu'on a dit on va mettre des voitures au plan stratégique et on va les concevoir puis produire, nous avons commencé à réfléchir à la recyclabilité de la batterie et avant tout à la deuxième vie. Voilà. Yo diría que es muy importante porque la batería es un elemento carísimo. O sea que ahí sí que tenemos que trabajar en repararla, porque claro, el vehículo eléctrico ya sabéis que lo que penaliza más el asunto es la batería. Yo creo que es muy interesante lo que dices, que se haya lanzado. Alors, effectivement, vous avez raison, c'est typiquement économique pour le client, puisque la batterie représente, c'est pas 5% du prix d'une voiture électrique, hein, c'est plutôt 40-50%, enfin, c'est la moitié du prix. C'est comme si, peut-être que je fais un mauvais exemple, mais c'est comme si vous achetiez votre carburant pour 80% du carburant dès le début, donc vous achetez votre voiture. Donc la batterie coûte cher. Donc évidemment, si on ne trouve pas des solutions de réparation, évidemment de remise au cahier des charges initiales pour qu'elle puisse fonctionner totalement alors qu'il n'y aurait qu'une cellule de batterie qui serait endommagée, eh bien vous imaginez tout ce gâchis économique et aussi écologique, parce que les matières rares dont on parle, le cobalt, on le trouve en République démocratique du Congo quand même, donc c'est pas non plus, enfin là c'est même sociétal. Hein. Bon, le lithium se trouve dans quelques pays du monde, mais de la même manière, pour l'extraire, ça coûte cher, ça coûte beaucoup d'énergie pour extraire l'ensemble de ces matières. Voilà. Hablando de la batería, de las baterías, creo que hay pocos fabricantes de baterías eléctricas, ¿no? Hay problemas de... Alors, on fait la distinction, pardonnez-moi, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique. La batterie, c'est d'abord une cellule. Donc, c'est comme si vous aviez votre petite pile ronde, cylindrique. Ensuite, on met ça dans des petites boîtes, enfin des grosses boîtes, qu'on appelle des modules. Et ça, c'est fabriqué par aujourd'hui, par des fabricants. Il y a un grand fabricant chinois et des fabricants essentiellement, un au Japon et 3 en Corée. Et puis il y a aussi monsieur Elon Musk qui fabrique ses batteries au fin fond de l'Arizona. Voilà.
Et puis derrière, les constructeurs, enfin c'est le cas de PSA, nous avons pris le parti d'assembler la batterie. La batterie, c'est une énorme boîte qui fait la taille du soubassement de la voiture, à peu près. Parce qu'on transporte toute l'énergie pour pouvoir rouler à 130 km/h, ou 120, ou 110. Et donc cette partie-là, qui contient à la fois ces fameuses cellules et modules de batterie, mais aussi des composants électroniques qui permettent de discuter entre les différents modules et de discuter avec le moteur électrique et de discuter avec les roues. Voilà, d'une part. Le circuit de refroidissement, parce qu'une batterie, ça chauffe beaucoup. Et donc, il faut mettre un circuit de refroidissement dans ces batteries. Et tout ça, c'est enfermé comme un coffre-fort pour éviter que le client ait le moindre problème sur la route. Cette partie-là, c'est nous qui l'avons conçue et qui la fabriquons. Voilà. Les constructeurs, petit à petit, c'est une révolution, hein, l'électrique pour les constructeurs. Il y a une autre révolution, c'est le véhicule autonome, mais ça, c'est autre chose. C'est une révolution parce qu'on a fabriqué des moteurs avec du carburant d'origine pétrolière, jusqu'à maintenant, pendant 100 ans, peut-être même 200. Hein. Là, aujourd'hui, on change complètement de technologie avec et un moteur électrique et avec finalement du carburant, de l'énergie qui est stockée. C'est pas du tout la même chose. Et donc, les constructeurs, globalement, PSA n'est pas le seul, à travailler, à récupérer, enfin à être capable de fabriquer soi-même, au moins jusqu'au module. La cellule, c'est de l'électrochimie et c'est encore un autre métier. C'est comme si vous demandiez à PSA, par exemple, d'être capable de fabriquer le matériau plastique. C'est pas son domaine. Pour Madame Moreau, est-ce que vous avez pensé à PSA quels autres fabricants d'automobiles, quelles autres entreprises ils ont commencé un projet similaire pareil pour travailler conjoint? Ah oui. Et je m'excuse pour mon mauvais français. Très bon. Il n'y a pas de Mais on l'a compris quand même. Je ne parle pas aussi bien que vous espagnol que vous parlez français, donc je ne vous en veux pas. Alors, si on parle de la conception des voitures électriques, c'est déjà l'automobile en général, ça coûte beaucoup d'argent. C'est très capitalistique. Donc, et à la fois en production, mais aussi en conception. Ça coûte très très cher. Donc nous, par exemple, nous sommes associés avec notre partenaire chinois Dongfeng pour partager finalement les coûts des développements. Les constructeurs essayent de le faire plutôt avec voilà, leurs JV, leurs amis, plutôt, hein, parce que c'est compliqué de partager avec quelqu'un qui n'est pas totalement avec vous. Voilà. Par contre, pour la deuxième partie qui est de la rénovation des batteries, comme je l'ai développé, aujourd'hui, oui, il y a d'autres constructeurs qui travaillent. Je crois que Renault a quelque chose dans ce genre. Et puis Volkswagen dit qu'il va le faire. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas s'ils sont très très en avance ou pas. C'est pour ça que Mais c'est pas la nuit Renault, c'est PSA. Avec Stéphanie, on respecte beaucoup les tables, et même en matière d'échange, c'est vrai que je politique. Oui, oui, tout à fait. El mundo del automóvil en estos momentos, yo no sé cómo estamos tan, somos gente muy optimista, inteligente y activo, porque es un mundo que se está por ahí, ya imagináis, llega el momento, bueno,
pasa ya por el automóvil cada vez menos, a que el mundo comercial también está muy afectado, se habla del vehículo para los ricos, que será casi hecho a medida, porque quiere un coche así, eres alto y quiere que la parte de arriba sea más alta, pues, y tendremos después por todo, bueno, se consumirá mucho coche de fabricación y esperemos mucho coche eléctrico, pero bueno, que sepáis que todo el mundo comercial también está muy preocupado y no saben cómo atender todo. Está la ecología, como tú decías, y está también la economía, y combinarlo, que es lo que estamos haciendo, es un ejercicio bastante difícil y una preocupación cotidiana en el mundo del automóvil hoy. Y es muy interesante que haya venido una ingeniera como Véronique, porque todo esto tiene más, yo diría que es más agradable, ¿no? Escucharte a ti, Véronique. Y si tenemos aquí al ingeniero de Pereza Landa, es de Renault, y yo hablo por el mío yo no quiero de aquí ni allí, bueno. Fomentemos las carreras STEM, que haya cada vez más ingeniera, porque es verdad que écoutez Véronique aujourd'hui, c'est une merveille, c'est intéressant, son métier c'est attractif pour nos commencer il y a, je sais pas, il y a quelques années, aujourd'hui c'est merveilleux. Dicho esto, nos vamos a hacer toda la semana un acto sobre economía circular. Pero sí que era necesario, y creo que tanto Sodexo como Masar como Pereza han hecho estupenda, así que nos queda darle las gracias a Ana, a Verónica, a María Jesús, a mi queridísima moderadora y a los patrocinadores, que son ellos, que son Pereza, Masar, Sodexo y Molimed. Y vamos a tener un cóctel Sodexo con poquísimo de tufarro